il était impossible d'entretenir ouvertement des concubines de type waku, elles se rendaient dans les maisons Kagamar pour des rencontres discrètes. Les samouraïs, vivant désormais d'allocations fixes dans une économie de plus en plus commerciale, pouvaient louer ce qu'ils ne pouvaient plus se permettre de posséder. Même les moines bouddhistes, soi-disant célibataires, étaient des clients réguliers des établissements spécialisés dans les garçons ressemblant aux shigo de la vie de temple. Les témoignages personnels de Kagmar, qui ont réussi à racheter leur liberté ou à échapper à leur contrat, offrent un aperçu bouleversant de la réalité qui se cache derrière l'image idéalisée du monde flottant du Japon. L'un de ces témoignages, conservé dans une collection privée et récemment étudié par les historiens, provient d'un homme nommé Konuika, qui a travaillé comme Kagura à Osaka de 1687 à 1701. Kono décrit la peur constante qui imprégnait la vie à Kagama, peur des clients violents, peur de la maladie, peur de vieillir et de perdre son attrait, peur du châtiment brutal qui attendait quiconque tenterait de refuser le service ou de s'échapper. Il décrit des garçons qui se suicidaient plutôt que de continuer leur existence, d'autres battus à mort par des clients et rapidement remplacés, et la cruauté désinvolte qui traitait les êtres humains comme des objets jetables. Les conséquences sur la santé des Kagama étaient graves et souvent permanentes. Sans soins médicaux ni protection, elles étaient exposées à toutes les maladies sexuellement transmissibles connues à l'époque. Nombre d'entre elles souffraient de blessures internes causées par des clients violents, jamais traités correctement. La malnutrition était fréquente, les propriétaires de maisons closes trouvant plus rentable de dépenser de l'argent en cosmétiques et en costumes qu'en nourriture. Le plus tragique est peut-être que Kono décrit la manipulation psychologique utilisée pour maintenir Kagama dans l'obéissance. Comme leurs prédécesseurs du temple et des samouraïs, ces garçons étaient amenés à se blâmer pour leurs souffrances. On leur disait que leur beauté était un don qu'ils avaient le devoir de partager, que leur rôle dans la satisfaction était noble et nécessaire. Certains commencèrent à croire à ces mensonges, développant une fierté perverse dans leur capacité à supporter la dégradation. Les rares personnes qui parvinrent à s'échapper ou à acheter leur liberté se retrouvèrent confrontées à une société qui ne leur offrait aucun refuge. Elles n'avaient pas de famille où retourner, la plupart avaient été vendues par des parents désespérés qui ne pouvaient les reprendre. Elles n'avaient aucune compétence commerciale autre que celles acquises dans les quartiers de plaisir. Elles portaient des maladies et des cicatrices psychologiques qui les marquaient comme des parias. Nombre d'entre elles finirent par retourner à la prostitution, leur seule vie connue. Les Kagamar les plus prospères pouvaient éventuellement devenir propriétaires de leur propre établissement, mais cette réussite s'accompagnait de la perpétuation du système qui avait détruit leur propre enfance. Ces hommes, ayant survécu aux pires épreuves de l'exploitation sexuelle commerciale, devenaient souvent les exploiteurs les plus impitoyables de la génération suivante de victimes. Les archives gouvernementales de la fin de l'époque d'Edo font état de tentatives ponctuelles de réforme ou de réglementation du traitement des Kajima, mais ces efforts restaient toujours superficiels. Les autorités se préoccupaient davantage de préserver les recettes fiscales des quartiers de plaisir que de protéger la vie des jeunes prostituées. Lorsque des incidents particulièrement violents étaient portés à la connaissance des autorités, la réponse habituelle consistait à muter les propriétaires de maisons closes problématiques dans d'autres districts plutôt qu'à les poursuivre. L'ouverture internationale du Japon dans les années 1850 a attiré des observateurs qui ont documenté ce qu'ils ont vu dans les quartiers de plaisir. Leurs récits, bien que souvent teintés de préjugés culturels, apportent une confirmation externe des abus systématiques envers les Kajima. Un diplomate britannique du nom de Rutherford Alcock a longuement écrit sur ses visites dans les quartiers de divertissement d'Edo, décrivant des scènes d'exploitation évidentes qui l'ont choqué malgré sa familiarité avec la prostitution londonienne. Alors que le Japon s'orientait vers la modernisation durant l'ère Meiji, 1868 à 1912, les systèmes traditionnels de concubinage masculin commencèrent à s'effondrer, mais pas pour des raisons humanitaires. Le nouveau gouvernement, gêné par les critiques occidentales à l'égard des pratiques sexuelles japonaises, chercha à présenter une image plus civilisée aux observateurs internationaux. Des lois furent adoptées interdisant les formes les plus évidentes d'exploitation des enfants, mais leur application fut sporadique et souvent davantage motivée par les apparences que par une réelle préoccupation pour les victimes. Les récits conservés dans les archives des temples, les registres familiaux des samouraïs et les documents des quartiers de plaisir révèlent des schémas qui allaient bien au-delà des cas individuels d'abus.
Il s'agissait d'institutions systématiques conçues pour convertir la souffrance humaine en bénéfices spirituels, militaires ou économiques pour les détenteurs du pouvoir. Les garçons et les jeunes hommes pris au piège de ces systèmes n'étaient pas victimes de prédateurs isolés, mais le produit de structures sociales entières fondées sur leur exploitation. Les souffrances physiques endurées par ces concubins n'étaient que le début de leur tourment. La manipulation psychologique, la destruction de leur capacité à nouer des relations saines, l'entretien délibéré de la honte et de la haine de soi ou ces blessures ont perduré bien après la fin des violences physiques. Nombre d'entre elles ont porté ces blessures toute leur vie, sans jamais retrouver pleinement leur valeur humaine. Le plus tragique est peut-être que ces systèmes se perpétuaient. Les garçons qui survivaient à leurs expériences devenaient souvent la prochaine génération d'agresseurs, n'ayant appris aucun autre modèle de relation de pouvoir. Le cycle se poursuivit pendant des siècles, chaque génération transmettant son traumatisme à la suivante, dans une chaîne interminable de souffrances. Les archives historiques montrent que des résistances, bien que rares, ont eu lieu. Certains Shigo du temple ont tenté d'empoisonner leur maître. Des samouraïs Wakashu ont tenté de tuer leurs seigneurs et eux-mêmes dans des actes de vengeance spectaculaires. Certains Kagamars ont organisé des réseaux secrets pour s'entraider à s'échapper ou du moins à survivre. Ces actes de défiance étaient généralement infructueux et toujours brutalement punis, mais ils démontrent que l'esprit humain ne pouvait être entièrement anéanti, même sous une oppression aussi systématique. La résistance naquit par des murmures échangés entre garçons qui partageaient leur dortoir dans les recoins sombres des salles du temple. Durant l'hiver 1156, au monastère de Tohei à Nara, un Shigo nommé Yoshimaru découvrit quelque chose qui allait bouleverser sa compréhension du monde. Caché sous une planche branlante du plancher de la salle des Écritures, il trouva un recueil de lettres, une correspondance entre moines discutant de l'acquisition de garçons avec la froideur des calculs des marchands de bétail. Celle du village de Yamashina-di, 12 ans, teint clair, famille désespérée après la mauvaise récolte de riz. Père accepte les conditions, 50 mois maintenant, 50 à la naissance. Frère Kenro m'assure que le garçon est intact et craintif. Une autre lettre détaille le processus d'adaptation, les nouveaux arrivants nécessitent une attention particulière. Commencez par de petites attentions, une nourriture spéciale, des vêtements plus chauds. Cela crée gratitude et dépendance. Introduisez les exigences physiques progressivement, toujours dans le cadre d'un enseignement spirituel. Au 3e mois, la plupart n'opposent plus de résistance. Les mains de Yoshimaru tremblaient en lisant ces descriptions cliniques de sa propre expérience et de celles de tous les Shigo qu'il connaissait. Le lien spirituel qu'on lui avait appris à chérir se révélait être une manipulation calculée, l'amour sacré entre ninja et Shigo révélé comme un viol systématique, enveloppé dans un langage religieux. Mais c'est la dernière lettre qui transforma l'horreur de Yoshimaru en un semblant d'espoir. Écrite par un moine nommé Shinran, elle décrivait ses propres années de Shigo et son évasion. J'ai rencontré d'autres personnes comme nous, d'anciens garçons du temple qui ont survécu et qui se souviennent. Nous nous rencontrons en secret, échangeons des informations sur les monastères à éviter, les moines les plus dangereux. Nous ne pouvons pas réparer ce qui nous a été infligé, mais nous pouvons peut-être empêcher que cela n'arrive à d'autres. Cette lettre contient des informations inédites, des noms et des emplacements de lieux sûrs, un langage codé permettant d'identifier d'autres survivants, et même des méthodes pour falsifier des documents de voyage qui pourraient permettre à un Shigo de s'échapper de son monastère et de disparaître parmi la population. Yoshimaru mémorisa chaque détail avant de replacer soigneusement les lettres. Cette nuit-là, tandis que son ninja ronflait à ses côtés, le garçon commença à planifier non seulement sa propre évasion, mais quelque chose de bien plus ambitieux. S'il existait des réseaux de survivants, si la résistance était possible, alors peut-être que le pouvoir apparemment absolu des monastères ne l'était pas tant que ça. La première étape consistait à trouver d'autres Shigo susceptibles d'être prêts à entendre des vérités dangereuses. Cela exigeait une prudence extraordinaire, beaucoup de garçons avaient été si profondément endoctrinés qu'ils signalaient le moindre signe de rébellion à leur maître. Yoshimaru commença par des questions prudentes, testant les réponses, guettant les signes de colère contenus ou d'espoir désespéré. Sa percée se fit grâce à un garçon nommé Kenjaro, dont le ninja était récemment mort, le laissant entre deux maîtres. Kenjaro avait vécu l'expérience.
Les prédations de plusieurs moines avaient éveillé en lui une haine brûlante qu'il avait appris à dissimuler derrière une obéissance parfaite. Lorsque Yoshimaru lui fit part de sa découverte, la réponse de Kanjiro fut immédiate, « Dites-moi ce que nous devons faire. » Le réseau qu'ils ont construit au cours des mois suivants était forcément restreint et secret, 6 garçons au total, âgés de 11 à 15 ans, chacun soigneusement sélectionné et tenu au secret absolu. Ils communiquaient par un système de gestes subtils et de phrases codées, échangeaient des informations lors des activités courantes du temple et ne se rencontraient qu'à l'ombre la plus profonde de la nuit, lorsque les risques d'être découverts étaient minimes. Leurs premiers actes de résistance furent modestes, mais symboliquement puissants. Ils commencèrent à contaminer la nourriture des moines avec des irritants mineurs, des herbes provoquant des maux d'estomac, des substances provoquant des éruptions cutanées temporaires ou des ingrédients donnant un goût amer au thé. Rien de suffisamment dangereux pour causer de graves dommages, ni suffisamment évident pour être attribué à un sabotage délibéré, mais suffisant pour créer un climat de malaise parmi leurs oppresseurs. L'impact psychologique sur les garçons eux-mêmes fut profond. Pour la première fois dans leur vie au temple, ils possédaient un pouvoir d'action. Ils étaient acteurs plutôt que victimes, conspirateurs plutôt que proies impuissantes. Savoir qu'ils pouvaient riposter, même par de petits gestes, commença à restaurer ce que des années d'abus avaient presque détruit, leur sentiment d'êtres humains, capables d'influencer leur propre situation. À mesure que leur confiance grandissait, leurs ambitions grandissaient. Utilisant des informations glanées dans des lettres cachées, ils commencèrent à contacter le réseau de survivants décrit par Charan. Cela nécessitait des tromperies élaborées, inventer des prétextes pour visiter les temples voisins, corrompre des serviteurs pour transmettre des messages, et apprendre à lire et à écrire malgré les restrictions imposées à l'éducation des Shiko. La percée s'est produite lorsqu'ils ont rencontré un groupe d'anciens garçons du temple, devenus marchands ambulants. Ces hommes, âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, avaient survécu à leurs propres épreuves et se consacraient à aider les victimes actuelles à s'échapper. Ils se sont baptisés Mukokai, la société tournée vers l'ouest d'après le concept bouddhiste de renaissance en terre pure. Ils se considéraient comme aidant les âmes à échapper à la souffrance et à trouver une nouvelle vie. Les Mukokai avaient développé des méthodes sophistiquées pour extraire les Shigo des monastères. Ils arrivaient en se faisant passer pour des marchands ou des pèlerins, prenaient contact avec des évadés potentiels et créaient des diversions permettant aux garçons de s'échapper sans se faire remarquer. Des refuges le long des routes commerciales offraient un abri et de nouvelles identités, tandis qu'un réseau de marchands, d'agriculteurs et d'artisans bienveillants offrait un emploi à ceux qui parvenaient à s'échapper. Mais le système avait ses limites. Il ne pouvait aider que les garçons déjà en contact avec le réseau, ceux qui avaient démontré à la fois le désir de fuir et le courage de prendre d'énormes risques. Nombre de Shigo, brisés par des années d'abus ou sincèrement convaincus de leur devoir spirituel, restaient injoignables. D'autres étaient trop étroitement surveillés par des maîtres méfiants pour tenter de s'échapper. Pour Yoshimaru et ses conspirateurs, le contact avec le Mukokai ouvrit de nouvelles perspectives, mais révéla aussi les véritables dangers auxquels ils étaient confrontés. Les Shigo évadés et repris subirent des châtiments qui dépassaient les brutalités habituelles du temple, certains furent estropiés à vie pour empêcher toute nouvelle tentative, d'autres torturés à mort pour servir d'exemple aux jeunes garçons restants. Les plus chanceux furent tout simplement expulsés, confrontés à une famine certaine dans un monde qui ne leur offrait aucune place. Malgré ces risques, la certitude d'une évasion possible transforma la dynamique du monastère. Les 6 conspirateurs commencèrent à préparer d'autres Shigo en vue d'un éventuel sauvetage, identifiant ceux qui seraient disposés à les aider lorsque l'occasion se présenterait. Ils recueillirent des renseignements sur les horaires des gardes, les itinéraires de déplacement et les saisons susceptibles d'influencer les tentatives d'évasion. Le plan qu'ils finirent par élaborer était d'une audace époustouflante. Plutôt que des évasions individuelles, ils coordonneraient la disparition simultanée de tous les Shiko dignes de confiance, potentiellement 15 garçons au total. Cet exode massif allait non seulement sauver des vies, mais aussi porter un coup dévastateur aux opérations du monastère, rendant impossible toute dissimulation ou minimisation des faits. La date choisie était la nuit de la fête de la lune d'automne, où les moines seraient rassemblés pour des cérémonies spéciales et pourraient être distraits par le vin de cérémonie. Des agents de Mukokai seraient postés à 3 points de sortie différents du complexe du temple. Documents de voyage,
argent et déguisements avaient été préparés, et des refuges le long des multiples voies d'évacuation étaient prêts à être installés. Mais les systèmes humains, aussi soigneusement planifiés soient-ils, sont vulnérables aux défaillances humaines. 2 jours avant l'évasion prévue, l'un des garçons, Tadamani, âgé de 13 ans, s'est adressé à son ninja et lui a tout avoué. Que ce soit motivé par la peur, une conviction religieuse sincère ou une forme perverse du syndrome de Stockholm, Tadamani a fourni des détails complets sur la conspiration, le réseau et le plan d'évasion collective. Le châtiment fut rapide et impitoyable. Yoshimaru se réveilla encerclé par les gardes armés du temple, les mains liées et la bouche bâillonnée pour éviter d'alerter les autres. Un par un, chaque membre de la conspiration fut arraché de son lit et rassemblé dans la salle principale devant toute la communauté du temple. Ce qui suivit n'était pas seulement une punition, mais une mise en scène, une démonstration publique du sort réservé à ceux qui défiaient l'autorité du temple. L'abbé principal, un homme dont la douceur lors des cérémonies publiques masquait une cruauté extraordinaire, supervisait personnellement les opérations. En tant que chef identifié, Yoshimaru bénéficiait d'une attention particulière. Son châtiment commença par l'amputation d'un doigt de chaque main, non pas sectionné proprement, mais lentement écrasé à coups de maillet de bois. Sous le regard horrifié des moines et de Shigo, le message était clair, ses mains avaient écrit des messages séditieux, conspirés contre le temple et ne recommenceraient plus jamais. Les autres conspirateurs subirent leurs propres tourments. Kanjiro, qui avait aidé à recruter d'autres hommes, eut la langue percée d'aiguilles brûlantes pour ne plus jamais pouvoir prononcer de paroles de rébellion. Les plus jeunes reçurent des marques plus légères, mais néanmoins permanentes, des cicatrices gravées sur leurs avant-bras qui les identifieraient à jamais comme d'anciens rebelles, rendant toute fuite impossible même en cas de survie. Mais la brutalité physique n'était qu'un début. La torture psychologique était soigneusement calculée pour détruire non seulement la volonté de résistance des conspirateurs, mais aussi leur identité profonde. Ils furent contraints de confesser publiquement leurs péchés, d'implorer le pardon de leurs ninjas et de louer la clémence des autorités du temple qui auraient pu les tuer, mais qui choisirent plutôt de leur offrir des opportunités de rédemption. Cette rédemption prit la forme de nouveaux rôles au sein de la hiérarchie du temple. Ils devinrent des exemples édifiants, des rappels vivants des conséquences de la rébellion. Yoshimaru, dont les mains mutilées le rendaient inapte aux fonctions habituelles de Shigo, fut chargé d'aider à la formation des nouveaux arrivants. Il fut contraint de participer au processus d'endoctrinement qu'il avait tenté de contourner, contribuant à convaincre les nouveaux garçons terrifiés que la soumission était leur voie vers l'éveil spirituel. L'ironie était délibérée et dévastatrice. Les autorités du monastère comprirent que forcer les anciens rebelles à devenir des instruments d'oppression était une victoire plus complète que de les tuer. Chaque fois que Yoshimaru réconfortait un nouveau Shigo terrifié, chaque fois qu'il expliquait pourquoi obéir à son ninja était un devoir sacré, une part de son âme mourait un peu plus. Pourtant, malgré cette défaite apparemment totale, les germes d'une future résistance ont survécu. Le réseau d'anciens garçons du temple a poursuivi son travail, tirant les leçons de l'échec de la tentative d'évasion et adaptant ses méthodes. Les Mukokai ont développé de nouveaux protocoles pour contrôler les évadés potentiels, de meilleures méthodes de maintien de la sécurité et des moyens plus sophistiqués pour identifier et éviter les informateurs. Plus important encore, la nouvelle de la rébellion se répandit malgré les efforts des autorités du temple pour la réprimer. D'autres Shigo, dans d'autres monastères, entendirent murmurer des récits de garçons qui avaient osé riposter, qui avaient au moins tenté de prendre leur destin en main. L'histoire prit de l'ampleur au fil des récits, devenant une légende qui inspira de futurs actes de résistance. Dans les montagnes de la péninsule de Ki, un groupe de Shigo du Kamano Ongu Taisha lança sa propre conspiration quelques mois seulement après avoir appris la rébellion de Yoshimaru. Tirant les leçons de ces erreurs, ils adoptèrent des mesures de sécurité encore plus strictes, compartimentèrent leur organisation afin qu'aucun membre ne puisse trahir l'ensemble du réseau et élaborèrent de multiples plans d'urgence pour différents scénarios. Leur chef était un garçon nommé Jiro, qui avait survécu 3 ans dans. Il possédait à la fois l'intelligence nécessaire pour planifier efficacement et le charisme nécessaire pour inspirer les autres. Contrairement à Yoshimaru, qui avait tenté d'œuvrer au sein de la structure existante du temple, Jiro prônait une action plus directe contre leurs oppresseurs. Ils nous ont appris que nous ne valons rien,
a-t-il déclaré à ses compagnons de conspiration lors d'une réunion clandestine dans la cave du temple. Ils nous ont appris à être reconnaissants des abus, à considérer notre souffrance comme sacrée. Mais ils nous ont aussi appris à agir en silence, à anticiper leurs besoins, à comprendre leurs faiblesses. Nous utiliserons leur propre éducation contre eux. Le plan de Jiro était plus violent que celui de Yoshimaru. Plutôt que de tenter de s'échapper, il proposa d'éliminer certains moines connus pour leur brutalité, faisant passer leur mort pour un accident ou une cause naturelle. L'impact psychologique sur les moines survivants créerait un climat de peur susceptible de favoriser un meilleur traitement pour les Shigs restants, tout en démontrant que les garçons n'étaient pas aussi impuissants qu'ils le semblaient. La première cible fut frère Nicarin, un moine connu pour sa cruauté, même selon les normes du temple. Nicarin prenait plaisir à inventer des punitions originales pour des infractions mineures, avait blessé de façon permanente plusieurs Shigs par sa discipline et se vantait régulièrement auprès des autres moines de ses conquêtes sexuelles parmi les garçons placés sous son autorité. La méthode choisie était le poison, plus précisément un extrait de champignons amanite phalloïde, qui poussait en abondance dans les forêts entourant le temple. Jiro avait appris ses propriétés par un ancien Shig qui s'était échappé et était revenu secrètement pour partager des informations avec les victimes actuelles. Le poison était pratiquement indétectable lorsqu'il était mélangé au thé amer que Nicarin buvait chaque matin, et ses effets imitaient ceux d'une maladie naturelle. L'exécution du plan nécessita des mois de préparation. Le garçon chargé de servir le thé matinal de Nicarin dut apprendre progressivement à changer de tasse sans se faire repérer, à s'assurer que seule la victime visée reçoive la boisson empoisonnée et à se comporter normalement lorsque le moine tomba inévitablement malade. D'autres conspirateurs durent établir des alibis, cueillir les champignons lors des activités légitimes du temple et préparer l'extrait avec du matériel improvisé. Lorsque Nicarin succomba finalement à ce qui semblait être un malaise gastrique, sa mort eut exactement l'impact psychologique espéré par Jiro. Les moines restants devinrent paranoïaques et méfiants, surveillant de près leur nourriture et leurs boissons, incertains quant à savoir lesquels de leurs protégés pouvaient représenter une menace. L'atmosphère du temple passa d'une brutalité désinvolte à une vigilance nerveuse. Mais ce succès eut aussi des conséquences inattendues. La surveillance accrue rendit de nouveaux assassinats quasiment impossibles, les moines ayant commencé à varier leurs habitudes et à tester leur nourriture avant de la consommer. Plus important encore, les autorités du temple mobilisèrent des gardes supplémentaires et mirent en place de nouvelles mesures de sécurité qui rendirent la vie quotidienne de tous les Shigs encore plus contraignante. Jiro se retrouva confronté au même dilemme que les mouvements de résistance à travers l'histoire, les actes de violence contre les oppresseurs aidaient-ils ou nuisaient-ils finalement aux populations qu'ils étaient censés protéger. Certains de ces conspirateurs plaidèrent pour une escalade de la campagne, convaincus que seule la peur pouvait imposer des changements au système. D'autres affirmaient que la répression accrue aggravait la situation de Shigs, qui n'avaient aucun lien avec la résistance. Le débat fut tranché par des forces extérieures. Un inspecteur itinérant du gouvernement provincial, effectuant un contrôle de routine des finances du temple, découvrit des irrégularités qui conduisirent à un examen plus approfondi des opérations du monastère. Cette attention officielle rendit les autorités du temple extrêmement soucieuses de préserver les apparences, ce qui conduisit à des améliorations temporaires du traitement des Shigs pendant la durée de l'inspection. Durant ce bref répit, Jiro prit une décision cruciale. Plutôt que de continuer à cibler des moines individuellement, il se concentrerait sur la documentation des abus systématiques perpétrés au sein du système des temples. Si les responsables gouvernementaux pouvaient être informés de ce qui se passait, si les preuves pouvaient être préservées et transmises aux autorités supérieures, peut-être un véritable changement serait-il possible par les voies officielles. Le projet de documentation exigeait des compétences différentes de celles requises pour l'assassinat. Jiro devait apprendre à écrire couramment, à comprendre la terminologie juridique et à rassembler des preuves matérielles convaincantes pour les fonctionnaires n'ayant jamais vécu directement la vie au temple. Il devait également établir des canaux de communication sécurisés avec le monde extérieur afin de garantir que ces preuves parviennent à des destinataires bienveillants plutôt que d'être interceptées par les autorités du temple. Le travail était d'une lenteur ardue et incroyablement dangereux. Chaque document devait être caché après sa création, chaque preuve protégée contre toute découverte, chaque contact avec le monde extérieur soigneusement orchestré pour éviter toute détection.
Jiro dirigeait en quelque sorte une opération de renseignement depuis une institution fermée, utilisant des ressources et des compétences qu'il avait dû développer entièrement seul. La percée s'est produite lorsqu'il a établi contact avec un groupe d'anciens samouraïs devenus moines bouddhistes dans leur vieillesse, mais conservant des liens avec des représentants du gouvernement. Horrifiés par ce qu'ils ont appris sur les pratiques des temples, ces hommes ont accepté de servir d'intermédiaires auprès des autorités provinciales. Ils possédaient également le statut social nécessaire pour garantir que les accusations contre les puissants monastères seraient prises au sérieux plutôt que rejetées. Le dossier de Jiro, une fois finalisé, était le fruit de mois d'observation et de documentation minutieuse. Il comprenait des récits détaillés d'abus spécifiques, des relevés financiers attestant des paiements versés aux familles pour l'achat de garçons, des correspondances entre moines évoquant leurs activités illégales et des preuves médicales de blessures subies par les chiites durant leur formation spirituelle. Plus marquant encore, il comprenait les témoignages de garçons prêts à tout risquer en racontant honnêtement leurs expériences. Ces récits, rédigés dans le langage simple et direct d'enfants décrivant des souffrances inimaginables, avaient un impact émotionnel que des documents juridiques arides ne pourraient jamais produire. La présentation de ces preuves aux autorités provinciales marqua un tournant dans la résistance contre l'exploitation des enfants de sexe masculin par les temples. Pour la première fois, l'attention officielle du gouvernement se porta spécifiquement sur les abus systématiques perpétrés au sein du système monastique. Des enquêtes furent ouvertes, certains moines furent démis de leurs fonctions et de nouvelles réglementations furent mises en place, exigeant une supervision externe des programmes de formation des shig. Ces changements furent limités et souvent superficiels. Les structures de pouvoir fondamentales qui autorisaient les abus demeurèrent largement intactes mais ils représentèrent un événement sans précédent. Les garçons au sein du système des temples savaient désormais que leur souffrance n'était pas invisible pour le monde extérieur, que la résistance était possible et que leur voix pouvait être entendue par ceux qui avaient le pouvoir d'intervenir. La nouvelle du succès de Jiro se répandit à travers les réseaux informels qui reliaient les shigs entre différents temples et régions. Ces méthodes furent étudiées, adaptées et mises en œuvre par d'autres groupes de garçons qui avaient commencé à organiser leur propre mouvement de résistance. L'approche documentaire s'avéra particulièrement attrayante, car elle offrait l'espoir d'un changement systémique plutôt qu'une simple fuite ou vengeance individuelle. Dans les monastères du Japon, les garçons ont commencé à conserver des traces secrètes des abus dont ils avaient été témoins et victimes. Ils ont élaboré des codes pour dissimuler ces documents, des méthodes de partage d'informations entre les temples et des stratégies pour garantir la survie des preuves même si leurs auteurs étaient découverts et punis. Les autorités du temple, conscientes de la menace que représentaient ces efforts de documentation, mirent en œuvre des contre-mesures de plus en plus sophistiquées. Elles procédèrent à des perquisitions aléatoires dans les quartiers des shigs, interrogèrent les garçons soupçonnés d'activités suspectes et offrirent des récompenses aux informateurs prêts à trahir leurs camarades victimes. Le conflit entre oppresseurs et opprimés devint une guerre de l'ombre, menée par l'information et le secret plutôt que par la violence ouverte. Certains mouvements de résistance combinèrent documentation et action plus directe. Dans le grand complexe monastique du Mont Yei, un groupe dirigé par un shig nommé Kizuk élabora une stratégie à deux volets, rassembler des preuves d'abus et saboter le fonctionnement du temple pour en réduire l'efficacité. Les disciples de Kizuk devinrent des experts en matière de perturbations subtiles, ils endommageaient accidentellement de précieux manuscrits en les copiant, introduisaient des erreurs dans des correspondances importantes et créaient des conflits d'horaires qui empêchaient les moines d'assister à des réunions cruciales avec des donateurs potentiels ou des représentants du gouvernement. Aucune de ces actions ne fut suffisamment dramatique pour entraîner de graves représailles, mais collectivement, elles minèrent le bon fonctionnement du monastère et réduisirent sa capacité à faire de nouvelles victimes. Le génie de cette approche résidait dans le fait qu'elle retournait contre l'importance accordée par le temple à la perfection et à la précision rituelle. Dans un environnement où chaque cérémonie devait être menée à la perfection et chaque document absolument conforme, même les perturbations mineures créaient des problèmes disproportionnés. Les moines se retrouvaient à consacrer plus de temps à identifier et à prévenir les sabotages qu'à se consacrer à leurs activités principales. Pendant ce temps, la documentation se poursuivait. Le réseau de Kizuk produisit le registre le plus complet jamais constitué sur les abus commis dans les temples, comprenant des plans détaillés indiquant les lieux habituels des agressions, les horaires des moments où les moines étaient le plus susceptibles d'être seuls avec leurs victimes,
et les profils psychologiques des prédateurs les plus dangereux du système. Ces renseignements se révélèrent précieux lorsque les enquêteurs du gouvernement arrivèrent enfin au Mont Yei. Plutôt que de pouvoir présenter une façade aseptisée, les dirigeants du monastère ont été confrontés à des preuves irréfutables d'exploitation systémique. Dans cette version de la vie au temple, les autorités se sont retrouvées confrontées à des preuves détaillées de criminalité systématique. Plusieurs moines ont été arrêtés, le monastère a perdu son financement gouvernemental et de nouveaux mécanismes de surveillance ont été mis en place pour prévenir de futurs abus. Mais, plus important encore, le succès du Mont Yei a démontré qu'une résistance organisée pouvait produire des résultats concrets. Dans les temples de tout le Japon, les garçons ont commencé à croire que le changement était possible, que leur souffrance n'était pas inévitable et qu'ils avaient le pouvoir d'influencer leur propre situation. Les mouvements de résistance ont également commencé à évoluer au-delà de leur concentration initiale sur des temples individuels. Des réseaux se sont développés entre différents monastères, permettant le partage d'informations et de ressources sur des zones géographiques plus vastes. Des voies d'évasion furent établies pour permettre aux garçons de quitter des situations à haut risque et de se réfugier dans des environnements plus sûrs. Des refuges furent créés où les anciens shigs purent se remettre de leurs expériences et acquérir des compétences leur permettant de survivre dans le monde extérieur. Ces réseaux élargis commencèrent également à répondre à l'un des problèmes fondamentaux rencontrés par les shigs évadés, le manque de soutien une fois sortis du temple. Les garçons ayant passé des années dans des institutions monastiques n'avaient souvent aucune compréhension des relations sociales normales, aucune compétence pratique pour gagner leur vie et aucun lien familial pour les aider. La solution trouvée par les réseaux de résistance consistait essentiellement à créer des familles alternatives, des communautés de survivants capables de s'entraider, de partager leurs ressources et d'aider les nouveaux arrivants à s'adapter à la vie hors des temples. Ces communautés se faisaient souvent passer pour des entreprises légitimes ou des organisations religieuses, gérant des ateliers d'artisanat, de petites fermes ou des sociétés commerciales capables d'apporter à leurs membres un soutien économique et une protection sociale. L'une des plus prospères de ces communautés fut fondée dans la ville portuaire de Sakai par un ancien shig nommé Degen, qui s'était échappé d'un monastère de montagne et avait passé plusieurs années à apprendre le commerce maritime. L'entreprise de Degen, spécialisée dans l'importation de produits chinois, employait des dizaines d'anciens garçons de temple et leur fournissait des identités légitimes, des compétences pratiques et un environnement propice à leur rétablissement. Son entreprise servait également de centre de renseignement pour le mouvement de résistance au sens large. Des navires en provenance de différents ports transportaient des messages codés entre différents réseaux, des mises à jour sur la situation dans les différents temples et des demandes d'assistance pour des opérations de sauvetage spécifiques. Les activités commerciales légitimes de l'entreprise offraient une couverture parfaite à ces communications, car les marchands étaient censés entretenir une correspondance abondante avec leurs contacts dans toute la région. Le succès de communautés comme celle de Degen commença à modifier l'équation fondamentale qui avait rendu possible l'exploitation des temples. Auparavant, les garçons n'avaient d'autre choix que d'accepter leur sort, s'échapper signifiait une mort certaine, de faim ou de froid. Désormais, pour la première fois, de véritables opportunités s'offraient aux anciens shigs de se reconstruire. Cette évolution eut de profonds effets psychologiques sur les garçons encore prisonniers du système du temple. Savoir que s'échapper était non seulement possible, mais pouvait conduire à une liberté et un bonheur véritable transforma leur perception de leur situation actuelle. Les abus, qui semblaient une réalité permanente et inéluctable, apparaissaient désormais comme une condition temporaire, surmontable par le courage et la planification. Les autorités du temple, conscientes de la menace que représentaient ces communautés alternatives, ont tenté diverses contre-mesures. Elles ont fait pression sur les responsables gouvernementaux pour qu'ils enquêtent sur les entreprises suspectes qui semblaient employer un nombre inhabituellement élevé de jeunes hommes sans antécédents familiaux clairs. Elles ont répandu des rumeurs selon lesquelles les anciens shigs étaient intrinsèquement peu fiables ou criminels, et ont même engagé des informateurs pour infiltrer les communautés survivantes et dénoncer leurs activités. Mais ces efforts ont été largement infructueux. Les communautés survivantes avaient mis en place des mesures de sécurité sophistiquées, des activités commerciales légitimes et résistantes au contrôle, et des liens internes forts rendant toute infiltration extrêmement difficile. Plus important encore, elles bénéficiaient du soutien d'un nombre croissant de citoyens ordinaires,
informés des abus commis dans les temples et compatissant envers les victimes. Ce soutien social élargi marqua un tournant crucial, ce qui était autrefois un aspect accepté, voire largement débattu, de la vie religieuse était de plus en plus perçu comme une pratique honteuse, portant atteinte au bouddhisme et à la société japonaise dans son ensemble. L'opinion publique s'est lentement mais sûrement retournée contre les institutions qui avaient perpétué ces abus pendant des siècles. L'évolution des mentalités s'est accélérée avec la disponibilité croissante de récits écrits détaillant la vie au temple du point de vue des victimes. D'anciens shiges ayant appris à écrire ont commencé à rédiger des mémoires, des témoignages et des exposés qui ont touché un public cultivé dans tout le Japon. Ces documents ont circulé via des réseaux informels et ont parfois même été publiés par des marchands ou des érudits sympathisants, offrant ainsi la première prise de conscience publique généralisée de ce qui se passait réellement dans l'enceinte des monastères. Cette approche plus ciblée s'est avérée très efficace. En concentrant leurs ressources sur les cas les plus graves, les mouvements de résistance ont pu obtenir des résultats spectaculaires dans des situations spécifiques tout en créant une dynamique en faveur de réformes plus vastes. Les réussites se sont accumulées, des temples contraints de fermer suite à un scandale, des moines éminents poursuivis pour abus, des communautés de survivants prospèrent et se développent. Chaque victoire, aussi limitée soit-elle, encourageait la résistance et démontrait que le changement était possible. Les garçons encore pris au piège de situations abusives ont pu constater concrètement qu'il était possible de s'en sortir, que justice était possible et qu'ils n'étaient pas oubliés du monde extérieur. L'accumulation de ces succès individuels a commencé à engendrer des changements plus profonds dans l'approche de la société japonaise en matière de protection de l'enfance. Ce qui avait débuté comme des mouvements de résistance isolés au sein de temples spécifiques a évolué vers une reconnaissance générale de la responsabilité des adultes de protéger les jeunes de l'exploitation, quel que soit le contexte institutionnel dans lequel cette exploitation se déroulait. Ce changement de conscience sociale s'est étendu au-delà des institutions religieuses pour influencer les attitudes envers d'autres formes de maltraitance et d'exploitation des enfants. Les mêmes arguments utilisés pour contester les pratiques du temple selon lesquelles les enfants méritaient d'être protégés, l'autorité des adultes pouvait être légitimement remise en question, les abus systématiques nécessitaient des réponses systématiques, ont commencé à être appliqués à des problèmes dans d'autres domaines de la société. Le garçon qui s'était agenouillé sur les froides marches du monastère, qui avait senti le poids de sa nouvelle vie s'installer autour de lui comme des chaînes, n'était plus seul. Partout au Japon, dans les temples et les refuges, dans les administrations et les boutiques, dans les réseaux secrets reliant les survivants et les communautés grandissantes qui les soutenaient, des milliers de personnes s'efforçaient de faire en sorte que son histoire ne se reproduise plus. La résistance, née de conversations chuchotées entre enfants effrayés, s'était transformé en un mouvement transformant l'approche de la société japonaise en matière de protection de ses membres les plus vulnérables. Le chemin était loin d'être terminé, de nombreux garçons souffraient encore dans des temples isolés, de nombreux auteurs échappaient à la justice, de nombreux survivants souffraient de traumatismes durables. Mais la trajectoire était claire. L'ère de l'exploitation systématique et incontestée des enfants de sexe masculin dans les institutions religieuses touchait à sa fin, non pas grâce à la clémence du pouvoir, mais grâce au courage de ceux qui avaient souffert sous ce pouvoir et refusé d'accepter leur souffrance comme inévitable. La résistance continua, un garçon sauvé après l'autre, un temple réformé après l'autre, un changement d'avis après l'autre, jusqu'à ce que l'impensable devienne inévitable et l'impossible réalité. À l'aube du XIIIe siècle, la transformation était indéniable. Là où autrefois les cloches des temples sonnaient la souffrance silencieuse, elle résonnait désormais au-dessus des communautés où d'anciennes victimes avaient trouvé la voie. Les refuges dispersés étaient devenus des quartiers établis dans les grandes villes, des lieux où les hommes portaient les traces subtiles de leur passé, mais marchaient avec la dignité de ceux qui avaient repris leur vie en main. Yoshimaru, désormais grisonnant au temple, mais toujours animé de la détermination farouche qui avait suscité la première résistance, se tenait devant un rassemblement sans précédent. Dans le hall principal de ce qui avait été un entrepôt abandonné de Kyoto, près de 200 hommes étaient assis en rang soigné. Certains arboraient le visage buriné des artisans, d'autres les doigts tachés d'encre des scribes, d'autres encore les mains calleuses des agriculteurs. Ce qui les unissait était invisible à l'observateur non averti, mais cela les unissait plus profondément que le sang ou la naissance, ils étaient tous des survivants. Il y a 23 ans, commença Yoshimaru,
sa voix portant aisément dans la salle, un garçon nommé Kanjiro m'a murmuré dans un couloir du temple qu'il voulait voir l'océan. Il n'avait jamais rien vu au-delà des murs du monastère, et il rêvait de vagues et d'un ciel sans fin. Il marqua une pause, scrutant les visages devant lui. Kanjiro est parmi nous aujourd'hui, non pas comme cet enfant effrayé, mais comme un maître charpentier de navires dont les navires transportent les marchands en toute sécurité sur les eaux qu'ils ne pouvaient autrefois qu'imaginer. Un homme au 3e rang, le visage buriné par le vent marin, leva légèrement la main en signe d'acquiescement. Autour de lui, d'autres hochèrent la tête avec la fierté discrète de ceux qui comprenaient l'ampleur d'une telle transformation. Mais nous ne sommes pas ici uniquement pour célébrer notre propre parcours, a poursuivi Yoshimaru. Nous sommes ici parce qu'il y a encore des garçons qui murmurent leurs rêves dans les couloirs sombres, des enfants qui se croient impuissants face au poids de la tradition et de l'autorité. Nous sommes ici parce que notre travail n'est pas terminé. Ce rassemblement était le premier congrès officiel de ce qui allait devenir la Restoration Fellowship, un réseau qui s'étendait désormais à tout l'archipel japonais. Ce qui avait commencé comme une coopération désespérée entre survivants individuels s'était transformé en un effort sans précédent, un effort coordonné visant à transformer les structures fondamentales qui avaient permis les abus systématiques. L'influence de la confrérie s'étendait bien au-delà de ses membres. Au cours des décennies qui suivirent les premières évasions, d'anciens Shigo s'étaient établis dans presque tous les métiers et professions importants. Ils étaient devenus médecins, capables de comprendre les traumatismes, enseignants, capables de reconnaître les signes de maltraitance, commerçants, offrant des emplois sans se poser de questions sur les antécédents familiaux manquants. Leur expérience commune avait créé un réseau invisible de soutien, offrant une protection aux personnes vulnérables de toute la société. Maître Ando, ancien enfant du temple devenu l'un des bâtisseurs les plus respectés de Kyoto, a présenté la dernière initiative de la confrérie. Nous avons acquis le domaine connu sous le nom de monastère du fleuve, a-t-il annoncé en présentant un acte de propriété officiel. Il deviendra notre premier centre de formation, un lieu où les survivants pourront apprendre des métiers, où leurs enfants pourront recevoir une éducation et où les méthodes que nous avons développées pourront être transmises à d'autres. Le choix de l'emplacement était profondément symbolique. Le monastère de Riverside comptait autrefois parmi les temples les plus tristement célèbres de la région, connu pour son traitement cruel des Shigo et des puissants moines qui opéraient en toute impunité. Il allait désormais devenir un symbole d'espoir, ces salles résonnant des voix de ceux qui avaient été réduits au silence. La transformation de l'ancien monastère représentait plus qu'une simple victoire symbolique. Elle démontrait l'évolution de la communauté, passant d'un mouvement de résistance acharné à une institution sociale légitime, dotée d'un réel pouvoir d'influence. L'acquisition légale de la propriété avait nécessité des négociations avec les autorités gouvernementales, une coopération avec les autorités religieuses et le statut social que seules des décennies de contributions actives à la société pouvaient leur donner. Alors que le congrès se poursuivait, des rapports arrivaient de tout le pays. Le réseau de renseignement de la confrérie, désormais formalisé et étendu, surveillait la situation dans les temples restants et identifiait les nouvelles victimes nécessitant une assistance. Leur méthode était devenue sophistiquée, ils maintenaient des contacts avec les monastères inactifs, exploitaient des refuges le long des voies d'évasion établies et avaient élaboré des stratégies juridiques pour protéger les garçons qui sollicitaient leur aide. Mais, plus important encore, ils avaient appris à travailler au sein du système plutôt que de simplement s'y opposer. D'anciens Shigo étaient entrés au service du gouvernement, utilisant leur position pour élaborer et faire appliquer de nouvelles réglementations. D'autres avaient rejoint des sectes bouddhistes réformées, contribuant à établir de nouveaux modèles de vie monastique privilégiant le développement spirituel authentique plutôt que l'exploitation. D'autres encore étaient devenus enseignants et érudits, veillant à ce que l'histoire des abus commis dans les temples ne soit ni oubliée ni répétée. La séance de l'après-midi du congrès était consacrée à ce qu'ils appelaient le travail de prévention, des efforts pour identifier et protéger les enfants vulnérables avant qu'ils ne soient victimes. Il s'agissait d'un changement d'approche fondamental. Plutôt que de simplement réagir aux abus après coup, ils s'efforçaient désormais de les prévenir. Matsuda, ancien Shigo devenu médecin respecté, a présenté ses recherches sur l'identification des familles risquant de vendre leurs enfants au temple. La pauvreté reste le facteur principal, a-t-il expliqué, mais ce n'est pas le seul.
nous avons constaté que les familles perturbées par la guerre, les catastrophes naturelles ou les bouleversements sociaux sont particulièrement vulnérables aux fausses promesses des recruteurs des temples. L'association a élaboré une réponse globale à ce défi. Elle a apporté une aide d'urgence aux familles en difficulté, proposé des placements alternatifs aux enfants dont les familles ne pouvaient pas s'occuper et collaboré avec les autorités locales pour garantir que ces placements soient réellement bénéfiques et non abusifs. Leur succès dans la prévention des abus ne se mesure pas à des sauvetages spectaculaires, mais à la vie paisible d'enfants qui n'avaient jamais connu les horreurs qui avaient façonné leur propre enfance. Pourtant, le projet La création d'une école formelle pour les anciens garçons du temple et leurs enfants en fournirait non seulement une éducation de base, mais aussi une formation aux compétences nécessaires pour s'épanouir dans une société en mutation rapide. Plus important encore, cela servirait de modèle sur la manière dont l'éducation pourrait être structurée pour soutenir, plutôt que d'exploiter, les jeunes vulnérables. Nous ne créons pas seulement une école, explique Ako, l'une des rares femmes à diriger l'association. Son histoire est remarquable, elle est la fille d'un ancien Chico qui a consacré sa vie à soutenir les survivants et leurs familles. Nous créons une nouvelle vision de ce que signifie cultiver le potentiel des enfants plutôt que d'exploiter leur vulnérabilité. L'école serait révolutionnaire dans son approche. Plutôt que la discipline sévère et la hiérarchie rigide qui caractérisaient l'éducation bouddhiste traditionnelle, elle privilégierait le développement individuel, la pensée critique et les compétences pratiques permettant aux diplômés de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Le plus important est peut-être que le personnel serait composé de personnes qui comprennent les traumatismes et qui s'engagent à les guérir plutôt qu'à perpétuer les cycles d'abus. À la fin des séances officielles, la rencontre a pris un autre visage. Des hommes autrefois isolés dans leur souffrance ont partagé des histoires de triomphe et de renouveau. Ils ont parlé de mariage et d'enfants, d'entreprises créées de toutes pièces et de contributions à leur communauté qui allaient bien au-delà de leur rôle de survivants. Ils ont ri ensemble, eux qui avaient cru autrefois qu'ils n'auraient jamais de raison de se réjouir. Mais derrière cette célébration se cachait une compréhension plus profonde. Ils savaient que leur œuvre ne serait jamais pleinement achevée. Chaque génération serait confrontée à de nouvelles formes d'exploitation, à de nouvelles institutions revendiquant leur autorité sur les plus vulnérables et à de nouvelles justifications des abus de pouvoir. Les horreurs spécifiques du système des temples prendraient peut-être fin, mais la capacité humaine fondamentale à la cruauté et à l'exploitation demeurerait. Ce qu'ils avaient créé, cependant, était capable de survivre à toute institution ou système d'abus. Ils avaient démontré que la résistance était possible, que le rétablissement était réalisable et qu'un changement systémique pouvait naître du courage de ceux qui avaient le plus souffert. Ils avaient prouvé que les victimes n'étaient pas impuissantes, que l'autorité traditionnelle n'était pas indiscutable et que la société pouvait être transformée par ceux qu'elle avait autrefois rejetés. Le congrès s'est terminé par une cérémonie en l'honneur des morts et des vivants. Les noms ont été lus à voix haute, ceux des garçons qui n'avaient pas survécu à leur séjour au temple, ceux des hommes qui étaient morts avant d'avoir constaté les changements qu'ils avaient contribué à instaurer, et ceux des membres actuels de la communauté qui ont poursuivi l'œuvre. Chaque nom a été suivi d'un moment de silence, puis du son d'une cloche, clair et puissant dans l'air du soir. Le dernier orateur était un homme âgé nommé Taichi, l'un des rares survivants des tout premiers efforts de résistance. Sa voix était faible, mais ses mots portaient l'autorité de l'expérience vécue. Nous qui étions autrefois sans voix, nous avons trouvé la nôtre, a-t-il dit simplement. Nous qui étions autrefois impuissants, nous avons découvert notre force. Nous qui étions autrefois seuls, nous avons bâti une communauté. Nous qui étions autrefois sans espoir, nous avons créé de l'espoir pour les autres. C'est notre victoire, non pas que nous ayons oublié notre souffrance, mais que nous l'ayons transformée en quelque chose qui serve la vie plutôt que la mort, la guérison plutôt que le mal. Alors que le rassemblement se dispersait, les hommes embrassèrent ceux qui étaient autrefois des étrangers, unis seulement par le traumatisme. Ils élaborèrent des projets d'avenir, échangèrent des informations sur leur famille et leur travail, et promirent de maintenir les liens qui les avaient soutenus dans les moments les plus sombres. Ils sortirent dans la nuit de Kyoto en hommes libres, porteurs de la certitude d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Le garçon qui s'était agenouillé sur les marches froides du monastère, tremblant de peur et de confusion, subsistait dans leur mémoire,
non comme un symbole de victimisation, mais comme un rappel de sa capacité de transformation. Son histoire était devenue la leur, sa peur leur force, son silence leur voix. Les chaînes qu'il avait autrefois entravées avaient été brisées, non par une intervention divine ou la miséricorde des puissants, mais par le travail patient et persévérant de gens ordinaires qui refusaient. Leur expérience commune avait créé un réseau invisible de soutien, offrant une protection aux personnes vulnérables de toute la société. Maître Ando, ancien enfant du temple devenu l'un des bâtisseurs les plus respectés de Kyoto, a présenté la dernière initiative de la confrérie. Nous avons acquis le domaine connu sous le nom de monastère du fleuve, a-t-il annoncé en présentant un acte de propriété officiel. Il deviendra notre premier centre de formation, un lieu où les survivants pourront apprendre des métiers, où leurs enfants pourront recevoir une éducation et où les méthodes que nous avons développées pourront être transmises à d'autres. Le choix de l'emplacement était profondément symbolique. Le monastère de Riverside comptait autrefois parmi les temples les plus tristement célèbres de la région, connu pour son traitement cruel des Shigo et des puissants moines qui opéraient en toute impunité. Il allait désormais devenir un symbole d'espoir, ces salles résonnant des voix de ceux qui avaient été réduits au silence. La transformation de l'ancien monastère représentait plus qu'une simple victoire symbolique. Elle démontrait l'évolution de la communauté, passant d'un mouvement de résistance acharné à une institution sociale légitime, dotée d'un réel pouvoir d'influence. L'acquisition légale de la propriété avait nécessité des négociations avec les autorités gouvernementales, une coopération avec les autorités religieuses et le statut social que seules des décennies de contributions actives à la société pouvaient leur donner. Alors que le congrès se poursuivait, des rapports arrivaient de tout le pays. Le réseau de renseignement de la confrérie, désormais formalisé et étendu, surveillait la situation dans les temples restants et identifiait les nouvelles victimes nécessitant une assistance. Leur méthode était devenue sophistiquée, ils maintenaient des contacts avec les monastères inactifs, exploitaient des refuges le long des voies d'évasion établies et avaient élaboré des stratégies juridiques pour protéger les garçons qui sollicitaient leur aide. Mais, plus important encore, ils avaient appris à travailler au sein du système plutôt que de simplement s'y opposer. D'anciens Shigo étaient entrés au service du gouvernement, utilisant leur position pour élaborer et faire appliquer de nouvelles réglementations. D'autres avaient rejoint des sectes bouddhistes réformées, contribuant à établir de nouveaux modèles de vie monastique privilégiant le développement spirituel authentique plutôt que l'exploitation. D'autres encore étaient devenus enseignants et érudits, veillant à ce que l'histoire des abus commis dans les temples ne soit ni oubliée ni répétée. La séance de l'après-midi du congrès était consacrée à ce qu'ils appelaient le travail de prévention, des efforts pour identifier et protéger les enfants vulnérables avant qu'ils ne soient victimes. Il s'agissait d'un changement d'approche fondamental. Plutôt que de simplement réagir aux abus après coup, ils s'efforçaient désormais de les prévenir. Matsuda, ancien Shigo devenu médecin respecté, a présenté ses recherches sur l'identification des familles risquant de vendre leurs enfants au temple. La pauvreté reste le facteur principal, a-t-il expliqué, mais ce n'est pas le seul. Nous avons constaté que les familles perturbées par la guerre, les catastrophes naturelles ou les bouleversements sociaux sont particulièrement vulnérables aux fausses promesses des recruteurs des temples. L'association a élaboré une réponse globale à ce défi. Elle a apporté une aide d'urgence aux familles en difficulté, proposé des placements alternatifs aux enfants dont les familles ne pouvaient pas s'occuper et collaborer avec les autorités locales pour garantir que ces placements soient réellement bénéfiques et non abusifs. Leur succès dans la prévention des abus ne se mesure pas à des sauvetages spectaculaires, mais à la vie paisible d'enfants qui n'avaient jamais connu les horreurs qui avaient façonné leur propre enfance. Pourtant, le projet la création d'une école formelle pour les anciens garçons du temple et leurs enfants en fournirait non seulement une éducation de base, mais aussi une formation aux compétences nécessaires pour s'épanouir dans une société en mutation rapide. Plus important encore, cela servirait de modèle sur la manière dont l'éducation pourrait être structurée pour soutenir, plutôt que d'exploiter, les jeunes vulnérables. Nous ne créons pas seulement une école, explique Ako, l'une des rares femmes à diriger l'association. Son histoire est remarquable, elle est la fille d'un ancien Shiko qui a consacré sa vie à soutenir les survivants et leurs familles. Nous créons une nouvelle vision de ce que signifie cultiver le potentiel des enfants plutôt que d'exploiter leur vulnérabilité. L'école serait révolutionnaire dans son approche.
plutôt que la discipline sévère et la hiérarchie rigide qui caractérisaient l'éducation bouddhiste traditionnelle, elle privilégierait le développement individuel, la pensée critique et les compétences pratiques permettant aux diplômés de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Le plus important est peut-être que le personnel serait composé de personnes qui comprennent les traumatismes et qui s'engagent à les guérir plutôt qu'à perpétuer les cycles d'abus. À la fin des séances officielles, la rencontre a pris un autre visage. Des hommes autrefois isolés dans leur souffrance ont partagé des histoires de triomphe et de renouveau. Ils ont parlé de mariage et d'enfants, d'entreprises créées de toutes pièces et de contributions à leur communauté qui allaient bien au-delà de leur rôle de survivants. Ils ont ri ensemble, eux qui avaient cru autrefois qu'ils n'auraient jamais de raison de se réjouir. Mais derrière cette célébration se cachait une compréhension plus profonde. Ils savaient que leur œuvre ne serait jamais pleinement achevée. Chaque génération serait confrontée à de nouvelles formes d'exploitation, à de nouvelles institutions revendiquant leur autorité sur les plus vulnérables et à de nouvelles justifications des abus de pouvoir. Les horreurs spécifiques du système des temples prendraient peut-être fin, mais la capacité humaine fondamentale à la cruauté et à l'exploitation demeurerait. Ce qu'ils avaient créé, cependant, étaient capables de survivre à toute institution ou système d'abus. Ils avaient démontré que la résistance était possible, que le rétablissement était réalisable et qu'un changement systémique pouvait naître du courage de ceux qui avaient le plus souffert. Ils avaient prouvé que les victimes n'étaient pas impuissantes, que l'autorité traditionnelle n'était pas indiscutable et que la société pouvait être transformée par ceux qu'elle avait autrefois rejetés. Le congrès s'est terminé par une cérémonie en l'honneur des morts et des vivants. Les noms ont été lus à voix haute, ceux des garçons qui n'avaient pas survécu à leur séjour au temple, ceux des hommes qui étaient morts avant d'avoir constaté les changements qu'ils avaient contribué à instaurer, et ceux des membres actuels de la communauté qui ont poursuivi l'œuvre. Chaque nom a été suivi d'un moment de silence, puis du son d'une cloche, clair et puissant dans l'air du soir. Le dernier orateur était un homme âgé nommé Taichi, l'un des rares survivants des tout premiers efforts de résistance. Sa voix était faible, mais ses mots portaient l'autorité de l'expérience vécue. « Nous qui étions autrefois sans voix, nous avons trouvé la nôtre », a-t-il dit simplement. « Nous qui étions autrefois impuissants, nous avons découvert notre force. Nous qui étions autrefois seuls, nous avons bâti une communauté. Nous qui étions autrefois sans espoir, nous avons créé de l'espoir pour les autres. C'est notre victoire, non pas que nous ayons oublié notre souffrance, mais que nous l'ayons transformée en quelque chose qui serve la vie plutôt que la mort, la guérison plutôt que le mal. » Alors que le rassemblement se dispersait, les hommes embrassèrent ceux qui étaient autrefois des étrangers, unis seulement par le traumatisme. Ils élaborèrent des projets d'avenir, échangèrent des informations sur leur famille et leur travail, et promirent de maintenir les liens qui les avaient soutenus dans les moments les plus sombres. Ils sortirent dans la nuit de Kyoto en hommes libres, porteurs de la certitude d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Le garçon qui s'était agenouillé sur les marches froides du monastère, tremblant de peur et de confusion, subsistait dans leur mémoire, non comme un symbole de victimisation, mais comme un rappel de sa capacité de transformation. Son histoire était devenue la leur, sa peur leur force, son silence leur voix. Les chaînes qui l'avaient autrefois entravée avaient été brisées, non par une intervention divine ou la miséricorde des puissants, mais par le travail patient et persévérant de gens ordinaires qui refusaient d'accepter l'inéluctabilité de la souffrance. La résistance avait réussi non pas parce qu'elle avait détruit le système des temples ou bien qu'elle l'eût fondamentalement transformé, mais parce qu'elle avait créé quelque chose de meilleur. Au lieu d'institutions qui accablaient les personnes vulnérables, ils avaient bâti des communautés qui les nourrissaient. Au lieu de systèmes qui perpétuaient les abus, ils avaient établi des réseaux qui les prévenaient. Au lieu du silence et de la honte, ils avaient favorisé la vérité et la guérison. Les cloches des temples sonnaient encore partout au Japon. Pour certains, elles continuaient de rythmer la pratique spirituelle, pour d'autres, elles rappelaient les souffrances passées. Mais pour les membres de la communauté de la restauration et les innombrables vies qu'ils avaient touchées, ces cloches étaient devenues tout autre chose, un appel à la vigilance, un appel au service et la promesse qu'aucun enfant n'affronterait plus jamais seul les ténèbres. Le travail continuait comme toujours, mais il était désormais porté par l'espoir plutôt que par le désespoir, par la communauté plutôt que par l'isolement,
et par la conviction que le changement était non seulement possible, mais inévitable lorsque des personnes ordinaires choisissaient d'agir avec un courage extraordinaire. L'ère de l'exploitation sans entrave touchait à sa fin, remplacée par une ère où les vulnérables auraient toujours des protecteurs, les réduits au silence auraient toujours leur mot à dire, et l'obscurité serait toujours remise en question par ceux qui avaient appris à allumer la lumière.